Voilà. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Stéphane Oudard et Magali de Foresta sur les soins de support sous hormonothérapie et chimiothérapie. Donc, le professeur Stéphane Oudard est membre du conseil scientifique et va me succéder la présidence de ce conseil c'est gentil, merci. Scientifique. Je peux dire merci à Roland qui a monté ça. Puisque de longue date, c'est un acteur qui nous fait toujours la joie de participer à ces journées. Super. Alors, comment on avance comme ça? Ah non, là, je reviens sur votre topo. Alors, on ne va pas entrer dans la polémique, mais juste pour vous dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ça me permet d'avoir un petit commentaire par rapport à l'imagerie. Vous disiez qu'avec l'imagerie, les TEP maintenant, on dépiste plus de cancer de la prostate, ce qui est faux. C'est faux. Non, mais c'est faux. Moi, je dis que c'est faux parce qu'en fait, quand on a un PSA 1 ou 2 ou 3 ou 4, on ne fait jamais de TEP PSMA ou TEP choline. Donc, surtout les gens qui font ça, ne pas le faire parce que c'est un coût démentiel. Et puis, il faut savoir que lorsqu'on a un patient métastatique, le lutécium PSMA, peut-être qu'on en parlera, mais ça coûte 15 000 € pour une injection. Donc, je pense qu'on a le temps de faire pas mal de PSA pour éviter de dépenser de l'argent pour rien pour nos patients au quotidien et rendre en fait ce dépistage automatique en France. Si on est là dans ce ministère avec l'ARS, je pense que c'est véritablement la motion, l'énergie qu'on doit avoir pour changer les choses, parce que sinon on parle de complications de l'hormonothérapie et de la chimiothérapie. L'IRM, oui, mais pas les TEP. D'accord. Donc du coup, je vais vous parler des complications. Donc je suis désolé, je suis clinicien, je fais de la chimio et l'hormonothérapie. J'essaye à chaque fois en fait d'être moins toxique possible, mais malheureusement, on est obligé de proposer des molécules qui ont un certain effet secondaire. Voilà mes liens d'intérêt, donc j'en ai quelques-uns. Et donc vous connaissez la spécificité du cancer de la prostate. Malheureusement, c'est une incidence croissante. L'âge, c'est entre le 68 ans, l'évolution qui est lente malgré tout. C'est pour ça que ça pose des problèmes entre le surtraitement et le sous-traitement. C'est hormonosensible et également chimiosensible, c'est important de le savoir. Et puis le PSA, on a la chance pourtant pour cette tumeur d'avoir un marqueur. On ne l'a pas dans le cancer du sein, on ne l'a pas dans l'autre pathologie. Et donc on l'a dans la prostate et c'est un problème de santé publique. Alors je vais directement donc à la thématique sur l'hormonothérapie pour vous dire qu'il y a maintenant 20 ans, c'était pas si loin que ça, moi j'étais tout jeune étudiant en médecine et lorsqu'on avait un cancer de la prostate, on avait des traitements locaux, soit la chirurgie, soit la radiothérapie. Une fois que le patient rechutait, notamment via le PSA, on faisait ce qu'on appelle l'ADT. C'est quoi l'ADT? C'est un traitement par déprivation androgénique. Et puis, on faisait un traitement intermittent, on traitait le patient, on voyait le PSA descendre, puis on attendait comme ça un certain temps. Puis le patient devenait métastatique, et là, on faisait toujours de l'ADT, et éventuellement, on rajoutait une chimiothérapie qui a démarré donc en 2004, et on faisait ADT plus docétaxel, qui est une chimiothérapie. Vous voyez que le paysage à cette époque-là n'était pas très important. Et en fait, tout ça est dû depuis aux 20 ans donc, à un développement majeur d'essais cliniques donc, auxquels j'ai participé et que beaucoup d'oncologues ont participé. En vert, c'est les traitements avec de la chimiothérapie. En bleu foncé, c'est les traitements avec l'hormonothérapie. En rouge, c'est les traitements intensifiés avec non pas 2 médicaments, mais 3 médicaments. Et vous voyez que ça a considérablement évolué. Et bien, du coup, maintenant, où en est-on en 2025 ? Vous voyez ici, je vous ai marqué en bleu l'hormonothérapie et en rouge la chimiothérapie. Vous voyez que ces traitements-là sont proposés à pratiquement tous les stades très très tôt. Et du coup, ça peut nous poser la question des complications, de la durée d'hormonothérapie. Et quand on dit durée d'hormonothérapie, c'est durée d'exposition et du coup toxicité cumulative. Donc vous voyez qu'on a fait beaucoup de progrès. Alors, juste pour vous rappeler, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément frais dans notre tête, la testostérone, elle vient d'où en fait? Elle vient à la fois de l'hypothalamo-hypophyse qui sécrète une hormone qu'on appelle la LHRH, qui va agir sur l'hypophyse, qui elle va aller envoyer des hormones LH, FSH et puis ACTH sur d'un côté le testicule, de l'autre côté donc la surrénale. Et puis tout ça va permettre la synthèse de testostérone qui va alimenter la prostate et permettre à l'homme d'aller oxygéner, d'aller rendre plus fort l'ensemble de ses organes musculaires, cardiaques, cérébrales, etc. Et donc, au quotidien, dans les traitements, on peut aller bloquer soit l'axe hypothalamo-hypophysaire, soit on peut bloquer donc, la surrénale, on va en parler ça tout à l'heure, soit on peut bloquer en faisant une pulpectomie, en retirant le testicule
ou alors en bloquant donc directement les récepteurs des androgènes, on va pouvoir traiter nos patients pour effondrer le taux de testostérone. Et on parle de castration thérapeutique, ce qui n'est vraiment pas un terme très facile à encaisser quand on est patient. Alors, voilà les différents traitements que vous connaissez. Donc, en tant qu'analogue de la HRH, il y en a 3 ici, les plus connus. C'est d'injections mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, différents types d'injections, sous-cutanées ou intramusculaires. Et ces médicaments-là, au début, entraînent une activation de votre récepteur, de votre axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, du coup, il faut toujours donner des anti-androgènes au départ pour éviter le flare-up, notamment la testostérone, et d'une activation de vos cellules tumorales. Par contre, si vous donnez des antagonistes de la LHRH, là, vous en avez 2 ici, dont un tout nouveau qui vient des États-Unis, qui s'appelle le Lorgovix ou le Relugolix, donc imprononçable. Et ces traitements-là, c'est un traitement Péros qui se donne tous les jours. Donc, le patient peut le prendre ou peut pas le prendre. Par rapport aux formes intramusculaires où on sait que le patient est observant, là, le traitement Péros, on ne sait pas forcément s'il ne prend pas son traitement. L'intérêt de ce traitement-là, vous voyez, c'est que, premièrement, sur les effets cardiaques, il y a moins d'effets cardiovasculaires. C'est la courbe qui est en jaune en haut par rapport à la noire en haut. Et sur le plan de la testostérone en bas, la testostérone, elle va remonter plus rapidement pour les patients qui ont reçu ce traitement-là, qui l'ont arrêté. Donc, c'est important pour un patient qui veut retrouver ses capacités physiques, intimes, etc. Vous voyez, quand on arrête le traitement, la testostérone remonte. Donc, il y a moins de castration à long terme avec ce schéma-là. Enfin, un médicament qui est tout à fait intéressant, c'est un médicament qui va aller bloquer au niveau de la surrénale. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Au niveau de la surrénale, le cholestérol est transformé en testostérone via un certain nombre d'enzymes qui sont marquées donc ici, la CYP17 et la CYP17 liase. Et donc, en bloquant ces enzymes, vous allez empêcher au niveau de la surrénale, qui compte pour 10% de la sécrétion de testostérone, c'est la production de cette hormone. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et puis, il y a quelques effets secondaires, mais tout à l'heure, on va en parler. Et puis, le dernier mécanisme que donc, je vous montre ici, c'est qu'au niveau de vos cellules tumorales, vous avez également le récepteur des androgènes, donc la testostérone qui est donc complètement... Donc, de toute façon, ça ne marche pas ici, si vous le voyez un petit peu, qui va aller sur le récepteur des androgènes ici, qui va se dimériser avec un autre récepteur qui passe dans le noyau, et là, qui active la cellule tumorale. Donc, l'objectif, c'est d'aller bloquer ici, empêcher que cette hormone se fixe sur le récepteur et ainsi active la cellule tumorale. Alors voilà les 3 hormones, les 3 médicaments qu'on a. On a l'enzalutamide, l'apalutamide et puis le darolutamide. Donc 3 médicaments ici avec les noms commerciaux qui vont aller en fait interagir, bloquer, sortir le testostérone de son récepteur parce qu'il a une affinité plus importante et empêcher la dimérisation et le signal de prolifération tumorale. Alors, la testostérone, qu'est-ce que ça fait? Parce que du coup, on en parle, mais pourquoi on veut la bloquer? Chez l'homme, c'est un effet de maintien chez l'adulte de quoi? De la masse musculaire et de la force, de la densité et de la solidité donc osseuse, de la résistance physique, du maintien de la libido, de l'énergie physique et puis également de la capacité intellectuelle. Et si vous prenez notre David bien-aimé, eh bien, une fois que vous avez mis en place un traitement comme hormonal, vous voyez par ici, eh bien, votre David est un petit peu transformé. Il est moins sexy, si je puis dire, pour les femmes qui sont là. Et donc, du coup, il y a une diminution de la libido, des fatigues, des bouffées de chaleur, des détresses psychologiques et j'en passe. Alors, les autres problèmes qu'on ne voit pas, que sont sous-jacents et que les urologues souvent ne voient pas au quotidien, c'est qu'il y a un syndrome métabolique. Et le patient, donc, vous leur donnez un traitement donc hormonal, et en fait, il va revenir aux urgences pour un diabète, une hypercholestérolémie, etc., qui ne seront pas forcément vus ni par les oncos, ni par les urologues. Et ce patient aura des complications sur l'hormonothérapie. Donc, vous voyez que sur la partie gauche, ici en rouge, l'insulinorésistance, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie, les problèmes cardiovasculaires vont apparaître, ainsi que notamment donc, à partie droite ici en bleu, où c'est tous les effets secondaires qu'on peut noter avec cette hormonothérapie. Alors, si on regarde maintenant les problèmes cardiovasculaires, notamment c'est la Société française de cardiologie qui nous a dit, donc ils ont regardé en fait tous ces traitements-là, et vu que ça donne à la fois de l'hypertension, de l'hyperglycémie, des problèmes cardiovasculaires, notamment des infarctus, etc. Et qu'il n'y a aucun de ces médicaments qui sont totalement sains sur le plan cardiovasculaire, donc attention. Ici, au niveau cérébral, et c'est vraiment important, c'est que sachez qu'au niveau de votre cerveau, pour les hommes, il y a des récepteurs aux androgènes. Et du coup, si vous casserez donc un homme, forcément au niveau cérébral, vous allez avoir un impact négatif sur le plan psychologique, sur le plan de l'attention, de la concentration, et également sur le plan de l'humeur.
Alors ici, si on regarde les conséquences cognitives que peut entraîner ces traitements, parce que maintenant on fait des traitements combinés ADT plus ARPI. ARPI, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est la biratérone, l'enzalutamide, etc. Eh bien, on voit que notamment les ADT vont entraîner donc des effets cognitifs majeurs. Et si on prend ici les ARPI en bas, eh bien en fait tous vont avoir un effet sauf un. Donc je ne fais pas la promotion du laboratoire qui commercialise ce médicament-là. Mais ceci étant, celui-là ne passe pas la barrière hémato-encéphalique et du coup n'a pas d'effet secondaire neurologique cérébral. Alors, une autre chose intéressante, c'est notamment la déficience cognitive et l'hormonothérapie. Donc ici, c'est juste pour montrer donc, une étude qui a été faite, où en fait on voit sur cette étude-là que eh bien, vous allez avoir une altération des fonctions donc, exécutives avec une baisse de l'attention, une baisse de la concentration, une mémoire verbale et visuelle qui va être diminuée. C'est marqué ici par les courbes en bas sans le détail. Et par contre, sur la partie droite, vous voyez donc une durée d'exposition sous ADT plus ARPI, vous voyez entre 0, 6 mois et 12 mois. Les diagrammes en bleu, eh bien, vous voyez que ça augmente au cours du temps par rapport au beau contrôle, où on voit que ça plutôt diminue. Enfin, notamment la dépression. Et la dépression, c'est véritablement donc important. Pour ne pas perdre trop de temps, je vais uniquement vous parler des deux diagrammes sur la partie droite. Vous voyez que ici, c'est des patients traités par rapport à un groupe contrôle en bleu. Eh bien, on voit qu'au cours du temps, la dépression arrive. On passe de 5,2% à 7,1%. On augmente les troubles psychiatriques à la fois hospitaliers et ambulatoires. Et donc, ça a un effet majeur sur l'état général du patient. Maintenant, la sarcopénie. Qu'est-ce que c'est que la sarcopénie? C'est la diminution de la masse musculaire. Vous voyez ici, notamment sur ce scanner, ici, donc à gauche, un patient qui est bien portant, et après un traitement, vous voyez que la masse musculaire diminue. Eh bien, ne soyez pas surpris. Avec ce traitement-là, vous allez avoir une diminution de une fonte de votre masse musculaire. Ce n'est pas en fait, lié au fait que vous faites moins de sport, mais c'est lié au fait que vous avez un effet négatif sur vos muscles. Et par contre, la chose qui est importante pour vous, c'est faites du sport. C'est que vous voyez sur la partie droite, les patients donc avec la courbe en pointillé bleu, si vous faites du sport, eh bien, vous voyez que ça remonte votre capacité musculaire par rapport à ceux qui ne font rien et qui restent dans leur fauteuil. Maintenant, la dernière chose sur l'ostéoporose, c'est que ça a un impact sur l'os également. Ça entraîne des pertes osseuses, des risques d'ostéoporose, des fractures, des tassements vertébraux, des risques de chute. Et donc, du coup, quand vous êtes sur hormonothérapie, faites une ostéodensitométrie pour voir quel est l'état de votre os et mettez en place un traitement par vitamine D et du calcium. Enfin, la dernière chose qui est importante pour les complications, c'est les interactions médicamenteuses. Quand on prend un traitement, un médecin traitant va vous dire tiens, vous avez un peu de cholestérol, vous allez prendre tel ou tel traitement. Eh bien, ça peut interagir avec le médicament que vous prenez et donner des complications. Donc, chaque fois que votre médecin traitant vous donne un médicament nouveau, vous devez vérifier qu'il n'y a pas d'interaction avec l'hormonothérapie et ou la chimiothérapie. Et pourquoi? Parce qu'enfin, un patient de 70 ans, il a généralement entre 5 et 8 médicaments au quotidien. Et donc, du coup, et en plus, il en prend certains en se disant, tiens, j'ai un peu mal au dos, je vais prendre des anti-inflammatoires, etc. Donc, il y a une sorte d'automédication. Eh bien, en plus, il a des traitements pour le cœur, pour le cholestérol et pour les maladies cardiovasculaires. Donc, du coup, beaucoup de risques de faire soit monter le taux d'hormonothérapie, soit au contraire le faire descendre, et du coup, qu'il y a un impact négatif, ou au contraire, un surdosage. Alors maintenant, pour la chimiothérapie, parce qu'il fallait que je parle également de ça, vous avez deux molécules qui sont vraiment intéressantes. C'est des poisons du fuseau. Vous voyez sur la partie gauche, en haut à droite, vous avez une cellule qui se divise, et au centre, vous avez le fuseau mitotique, qu'on appelle ça le fuseau mitotique. Et donc, ces deux médicaments vont bloquer ce fuseau mitotique pour empêcher ces cellules de se séparer. Une cellule n'aime pas être en position instable comme ça, et si elle est en position de division, mais qu'elle reste comme ça, elles vont mourir. Donc ces traitements-là sont des traitements donc poison du fuseau, tout à fait intéressants, le Taxotere et le Jevtana ici. Deux médicaments. Le premier qui donne des neuropathies, c'est vraiment embêtant parce que les patients après ça ne peuvent plus boutonner leur chemise, etc., etc. Ça donne également des problèmes au niveau des inguinales, au niveau des ongles, alors que le cabazitaxel, qui est donc sur la droite ici, ne donne pas ce genre de toxicité et c'est vraiment intéressant. C'est des traitements, bien sûr, qui donnent des diminutions sur le plan hématologique des leucocytes, donc il y a un risque d'infection, mais maintenant, donc, avec des facteurs de croissance, on peut y remédier. Là, c'est un médicament aussi qui est intéressant, qu'on fait un petit peu moins, mais pour les formes en fait, neuroendocrines de cancer de la prostate, c'est le carboplatine qui est ici. Pour les formes qui sont très indifférenciées de cancer de la prostate, ça marche pas mal, et c'est un traitement aussi qu'on peut faire au quotidien. Alors, pour conclure, et peut-être que j'étais un tout petit peu long, il y a des avancées en fait, spectaculaires dans le cancer de la prostate, mais attention, il y a de nombreux effets secondaires de l'hormonothérapie et de la chimiothérapie. Ces traitements sont proposés beaucoup plus précocement dans la maladie. Il y a une durée d'exposition du coup qui va être beaucoup plus longue. On intensifie maintenant les traitements, on fait maintenant des trithérapies
ADT, plus ARPI, plus chimiothérapie. Et il faut bien sûr anticiper à chaque fois. Quand on voit un patient, il faut se dire qu'est-ce qui va se passer pour lui et comment je peux anticiper. Et une prise en charge holistique. Et il y a une amélioration de la survie, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de la qualité de vie. Et je vous remercie. Merci. On va enchaîner en posant les questions. Tu peux bien t'asseoir avec nous. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Je souhaite vous présenter effectivement le centre Ressources Mavila, qui est un centre associatif qui a été créé par une association qui s'appelle Arctic. Arctic a été fondé par le professeur Stéphane Oudard il y a maintenant 25 ans. Arctic, qui s'appelle Association pour la recherche de thérapeutiques innovantes en cancérologie, est né donc il y a 25 ans à l'hôpital européen Georges Pompidou. Arctic a commencé avec de la recherche clinique et très vite, Arctic a fait le choix de s'investir dans les approches complémentaires. Alors, ça marche. Le centre Ressources Mavila est donc né, il a porté un autre nom pendant 23 ans. Il s'appelle ainsi depuis maintenant presque 2 ans. Quel est le fil rouge dans notre équipe de Mavila ? On pourrait dire que c'est essentiellement soutenir et accompagner le vivant. Le malade n'est pas juste un corps à réparer, une maladie à résoudre. C'est vraiment un être humain, au fond duquel coule la vie. Et nous, les praticiens qui travaillons chez Arctic, nous sommes très attentifs à accompagner la personne ou les personnes comme un être vivant qui est global, qui est tout entier et dans lequel il y a du vivant, il y a de la vie. Donc notre réponse, on va dire en équipe, c'est une réponse sous forme d'approche. On parle d'approche intégrative et holistique. Intégrative, ça veut dire qu'on travaille avec d'autres professionnels de santé et c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est et l'un et l'autre. Donc on travaille par exemple avec les médecins à l'hôpital ou les médecins en ville et on travaille aussi avec des gens qui ont d'autres types de formations, du plus corporel jusqu'au plus spirituel de l'être humain. Donc effectivement, on dit que tout fonctionne ensemble, le corporel, le psychique et le spirituel. Je reviendrai à ce mot de spirituel tout à l'heure. C'est donc un processus effectivement d'accompagnement que nous proposons à Mavila, qui est certes curatif et aussi préventif. Il s'agit de proposer à la personne de vivre un processus. D'abord, la personne, elle vient pour être écoutée, pour être entendue, que le professionnel de santé, ou en tout cas la personne qui l'accueille, ait du temps pour lui. Et puis, il s'agit d'éprouver ensemble, ensuite de nommer ce qui n'est en général pas possible de nommer tellement c'est difficile et tellement ça peut faire peur et ça peut faire pleurer. Et ensuite, il est question ensemble d'apprendre à ajuster et de transformer. Nous sommes donc au centre Ressources Mavila, essentiellement dans un lieu. Nous sommes sortis de l'hôpital et nous avons vraiment senti l'importance de nous installer en ville. Nous ne sommes pas une succursale de l'hôpital. Nous sommes vraiment un lieu dans lequel des praticiens viennent et sont avec des gens, certes, qui sont malades, mais pas que, vous le verrez. Un lieu pour apprendre à prendre soin de soi de façon globale. Donc nous sommes dans le 14e, effectivement, 11 boulevard Brune. Nous avons 4 box pour les consultations en individuel. Nous avons une grande salle pour les ateliers, faire donc du groupe, et puis un salon zen pour se reposer. Nous avons aujourd'hui une équipe pluridisciplinaire de plus de 12 praticiens. Je vous l'ai déjà dit, notre approche, elle est éminemment intégrative, toujours en regard croisé avec ce que l'allopathie propose. Nous avons fait le choix d'être tous formés à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, sauf que nous ne mettons pas en place des programmes encore d'éducation thérapeutique. Nous avons fait le choix de la posture d'éducation thérapeutique. C'est une histoire d'être un peu plus libre et d'être un peu plus souple dans notre façon notamment d'organiser des ateliers. Donc, effectivement, la posture d'éducation thérapeutique, ça nous permet d'être présents dès le premier rendez-vous, dès le premier entretien, jusqu'à l'élaboration des projets issus des besoins du patient.
Donc, il s'agit effectivement d'assurer les entretiens, les bilans, et puis d'ajuster, on pourrait dire tricoter, des parcours entre des séances dites en individuel et puis des ateliers en groupe. L'objectif restera toujours l'autonomie du patient. Il n'est pas question que nous ayons, nous, la main mise sur. Nous sommes là pour accompagner de telle sorte que la personne puisse reprendre les rênes et trouver suffisamment de force en elle pour continuer ce qu'elle a à vivre. Donc, je vous le disais, oui, notre cible, certes, c'est les patients. Nous accueillons des patients, mais nous accueillons aussi les aidants et aussi les soignants, ainsi que, et ça c'est très récent, toute personne qui a envie de prendre soin, peut-être en préventif, voilà, de prendre soin de sa santé de façon globale. Donc, une équipe de 12 thérapeutes, donc je vous l'ai dit, avec des soins très corporels, surtout au début, lorsque la personne est douloureuse, des massages, de la réflexologie, de l'auriculothérapie. Je ne vais pas rentrer dans toutes les dynamiques, ce serait trop long, mais que vous sentiez que voilà, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la naturopathie, il est question d'aller tout de suite avec la personne là où ça fait mal, histoire d'apaiser les tensions, faire baisser les douleurs, activer de la circulation, renforcer le terrain immunitaire, diminuer les inflammations. Et puis, effectivement, de cette approche plus corporelle, nous ouvrons vers un accompagnement plus global, avec de la santé sexuelle ou de la sexothérapie dont on parlait ce matin, de l'hypnose, de la sophrologie, de la gestalt thérapie. Et nous proposons en atelier des expériences immersives très ponctuelles avec de l'APA, qui est donc l'accompagnement personnalisé, enfin comment on dit, adapté, je sais, l'aide. Bon, vous voyez, c'est la gymnastique adaptée. La respiration, de la méditation, du yoga, des groupes de parole. Oui, effectivement, nous pouvons parler de médecine intégrative. Il serait plus juste déjà de dire que ce sont des approches complémentaires holistiques. Ça veut dire être attentif au schéma tout entier que nous sommes. Tout à l'heure, je discutais avec l'un d'entre vous. Oui, nous sommes bien des êtres vivants debout, avec un corps corporel. Nous sommes aussi psychiques. Nous avons une psyché. Et ça s'élabore jusqu'à l'esprit. L'esprit qui n'est pas du tout des histoires de religion, qui est cette capacité que nous avons, de façon très intuitive, à sentir, à partir de nos grands questionnements existentiels, c'est quoi vivre? C'est quoi mourir? C'est quoi qui se finit? C'est quoi? Toutes ces grandes questions existentielles qui nous tarabustent et qui font que, surtout quand on est malade, quand on arrive, en tout cas à ma villa, souvent c'est très figé, c'est horriblement angoissé. Voilà, il s'agit donc dans ce type d'accompagnement que l'on passe par de la sophrologie, de l'hypnose, les expériences immersives telles que nous les proposons chez nous, ou l'accompagnement de 2 à 2, il s'agit de sortir de la peur, sortir de la solitude, faire un pas pour donner du sens à l'expérience et refaire quelques projets. Donc on a mis en place, on va dire, un métier qui est important. Alors, on n'est pas les seuls, mais ce métier est très important. La coordination des soins. Être coordinateur de soins, c'est un métier clé qui donne d'abord de la clarté. À qui d'abord? À la personne, au patient. Et puis aussi à l'équipe. Quelqu'un qui coordonne, qui accueille, qui coordonne les rendez-vous, qui est en lien avec les thérapeutes de l'équipe. C'est quelqu'un qui assure une mission de référence. Il est la personne clé pour le patient. Lors des entretiens, du suivi, des bilans. C'est celui qu'on peut questionner. Chez nous, vous pouvez toujours appeler. Vous avez une question, une difficulté, on peut appeler le coordinateur de soins. Et ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On co-construit des parcours. On a 2 types de parcours. Le premier, surtout pour ceux qui arrivent et qui sont malades, qui arrivent de l'hôpital, qui ont donc une prescription. Il y a un parcours associatif solidaire gratuit au départ. Un entretien, 2 séances de soins qu'on choisit ensemble et un bilan. Ces 4 rencontres, elles sont essentielles de telle façon que la personne se sente entendue, accompagnée et entraînée à élaborer quelques projets pour elle-même. Et ensuite, on entre dans ce qu'on appelle les parcours ouverts, où là, nous proposons non plus de la gratuité, mais des tarifs solidaires sur des parcours de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois. J'ai envie de dire, on fait un peu comme on veut, et c'est surtout comme veut la personne. Je ne rentre pas dans les histoires de tarifs. Voilà, chez nous, écoute, information, prévention, c'est vraiment les piliers d'une prise en charge réussie, notamment dans la coordination de soins.
Donc, effectivement, on l'a suffisamment discuté ce matin, le cancer de la prostate, c'est un bouleversement déjà tout entier et effectivement hormonal. Et donc, la relation au monde, déjà à son propre monde à soi, hein, et puis à son monde autour de soi, dans son couple, sa famille, son métier, c'est une bascule complète. Donc, il s'agit, lors du parcours que la personne fait chez nous, déjà de regarder et anticiper les effets secondaires. Ensuite, il s'agit de traverser cette fichue solitude qui me fait croire que je ne vais pas y arriver, en fait, pour revenir dans le monde. Et comment je vais faire si je dois y aller? Donc, sortir d'un isolement qui aggrave en général les symptômes pour entrer dans cette dynamique où je ressens du soutien. C'est peut-être pas le meilleur, mais il est là. Et je peux le sentir, ça va favoriser l'éclosion des émotions qui sont souvent extrêmement comprimées pour pouvoir reprendre ma vie en main, apprendre à prendre soin de moi de façon plus large. Alors, je vais vous proposer simplement 3 ateliers que j'aime beaucoup et qui comptent chez nous, on va dire 3 dynamiques. La première, effectivement, c'est sexualité et couple. Le cancer de la prostate, on l'a tous compris, effectivement bouleverse l'intime. Donc, ma villa propose d'accompagner ce qu'on appelle chez nous ce choc sexuel, hein, du désir qui s'effondre avec cette sensation, ce sentiment de se sentir totalement dépourvu de moi-même, hein, pour aller vers de l'ajustement créateur. Où ça? Dans la relation amoureuse. Donc effectivement, nous avons une équipe avec des sexothérapeutes qui sont formés. Les uns sont médecins et se sont formés à Paris-Cité. D'autres, comme moi, moi je suis gestaltiste. Bon, s'il y a besoin, je vous expliquerai mon métier plus tard. Voilà, mais je suis effectivement formée, je suis en dynamique de formation en sexothérapie avec une école qui pour moi est essentielle, qui est absolument géniale. Nous proposons des séances en individuel toutes les semaines. La personne peut venir seule, elle peut venir aussi en couple. Elle peut vivre un accompagnement et on décide ensemble sur combien de temps. On peut aussi vivre ça en atelier. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cet atelier, mais en général, c'est l'occasion de quoi? À plusieurs, déjà, on va pouvoir déposer les mots qui, pour moi, sont, pour la personne, souvent, sont des gros mots, des sémantiques insupportables. Castration, genre, c'est quoi mon masculin? C'est quoi le féminin? Le rapport avec le féminin? C'est quoi le désir s'il n'y a plus rien? Etc. Éprouver des sensations, des émotions, vivre ça ensemble, pouvoir le dire, pouvoir pleurer, pouvoir rire, pouvoir oser des gros mots. Et enfin, pouvoir nommer, prendre conscience de c'est quoi cette angoisse existentielle, en lien avec en général, de la finitude, de la solitude, de la quête de sens. Nommer ce qui devient pour moi vacillant, hein, on parlait ce matin de vertige. Oui, c'est quoi mon couple? C'est quoi ma relation? 5 minutes. Donc du vertige à la tendresse, au désir à nouveau. Et j'ai bien aimé ce qui a été dit sur la tendresse ce matin, je ne reviendrai pas, mais merci. Deuxième, avant-dernier, le sport et vitalité, le cancer de la prostate qui bouleverse l'énergie. Oui, ma villa propose ce qu'on appelle des débarquements sportifs. Alors ça, c'est vraiment une intervention, hein, et une expression, voilà, qu'on utilise dans le domaine de l'activité physique adaptée. Ce sont des interventions légères, dynamiques, souvent c'est très ludique. L'idée, c'est sur un court moment, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, avec des professionnels qu'on choisit, de proposer des expériences stimulantes en groupe, adaptées aux capacités physiques souvent réduites et surtout pensées comme des réconciliations. C'est possible de me réconcilier entre mon corps et le mouvement. Je passe au dernier. Bien sûr, puisque nutrition, appétit, le cancer de la prostate bouleverse bien sûr mon rapport à la nourriture. Donc ma villa propose d'accompagner avec une diététique adaptée. Au-delà de l'hormonothérapie, comment c'est possible de continuer de mettre du soleil dans mon assiette, comme on aime bien dire chez nous? Donc effectivement, certes des séances en individuel, mais ce qui est quand même beaucoup plus sympa, c'est de le vivre en atelier, qui effectivement est un atelier encore très vivant, puisque certes, on va pouvoir oser parler de poids, oser se confier et échanger, mais on va surtout contacter le vivant. On va déguster ensemble, on va croquer, on va goûter autrement. On va soutenir aussi, on va apprendre, c'est l'occasion de faire de la pédagogie, comment ça fonctionne la digestion, ma flore, comment est le processus intestinal maintenant, et comment on peut s'amuser à créer des recettes et des menus ensemble. Et je vous assure, c'est franchement sympa. Voilà, quelques témoignages, puisque je suis en train de terminer. Je crois que,
En tout cas, pour ceux qui viennent chez nous, il y a de la joie, comme on dit dans la chanson. Je termine en remerciant le professeur Houdard. Pour moi, c'est une aventure qui maintenant a aussi presque 23 ans. De là où j'étais, où j'ai travaillé comme petite main dans l'association, j'ai pris la direction aujourd'hui de ce centre. Je suis devenue gestalt thérapeute. Je suis habituée aussi à travailler avec les TCC. J'ai énormément de joie à faire ce métier et je remercie profondément toutes celles et ceux qui travaillent auprès de moi, ainsi que toi, Stéphane Houdard, et vous tous qui avez pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup.